Bonjour à toutes, bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur le plateau d'Assurance TV. Vous le savez, d'ores et déjà, notre ADN éditorial est de traiter les sujets d'évolution, d'innovation et de transformation de notre secteur. Alors vous connaissez certainement ce phénomène, ce mouvement massif qui a débuté aux États-Unis et qui continue encore aujourd'hui en 2021. Chaque mois, pratiquement 4 millions de salariés américains ont quitté leur job. Ce phénomène que les Américains appellent Big Quit ou Great Resignation, la grande démission en français, semble se propager également en France, bien que dans des proportions moindres. Les Échos du 1er mars précisent « Il serait naïf de croire que le Big Quit est réservé à l'Amérique. Au troisième trimestre 2021, selon le ministère du Travail, près de 300 000 emplois restent vacants en France. Les entreprises peinent à recruter, mettant en danger des pans entiers de notre économie. Alors, est-ce que le Big Quit est un big joke ? Nous allons le savoir pour le secteur de l'assurance ou pas. Nous avons invité Virgile Delporte. Bonjour Virgile. Bonjour Jean-Luc. Vous êtes CEO et cofondateur de Testamento. Alors, vous avez proposé en janvier 2022 le numéro 1 d'un cahier de tendances très intéressant dont le Big Quit est un des sujets évoqués et nous allons l'évoquer. Il est dit dans ce cahier de tendances, je vous cite, « Nous sommes convaincus qu'il ne faut pas sous-estimer ce phénomène ». Pourquoi Virgile ? Oui, donc merci déjà Jean-Luc de me recevoir. En fait, déjà pour donner un petit peu de contexte, pourquoi on s'est intéressé à ce sujet ? Si on reprend un petit peu la genèse, nous, Testamento, on a été créé en 2013, on fait des services grand public au départ, on a inventé le testament en ligne en France, et puis progressivement on a évolué vers un modèle B2B, donc le client grand public d'un côté, le B2B de l'autre, et pour faire simple, en fait, on déploie des solutions chez les grands assureurs qui s'intéressent à leurs clients, et on va faire le lien juste après. Donc sur toute l'assurance de personnes, être capable de comprendre, on va dire, comment intéresser le client à l'assurance, comprendre quels sont les trous de la raquette, comment améliorer les réseaux de distribution, la gestion des clauses bénéficiaires et voilà, l'ensemble des services Testamento historiques. Donc on ne va pas parler de testament exactement. professionnel. Je voulais donner un peu le contexte en fait. L'environnement professionnel. En fait, ce qui est intéressant, c'est que ce que nous, on a vu et pourquoi les assureurs sont venus vers nous, c'est parce qu'ils avaient envie de répliquer ce qu'on était en train de faire sur le grand public auprès de leurs propres clients. Et en fait, nous, on fait le lien. On n'a jamais vu une frontière aussi fine entre le client et le salarié. Parce qu'en fait, le client, il est très versatile, il est compliqué à conserver, et finalement, on a exactement ce même phénomène. Le salarié aussi. C'est un peu ça qui vous a amené à venir sur ce plateau, hein, cette comparaison. Alors, pour le secteur de l'assurance, Virgile, est-ce qu'il faut sous-estimer ou surestimer ce phénomène du Big Quit et si l'on conjugue ça avec peut-être un manque d'attractivité du secteur de l'assurance vis-à-vis de l'extérieur, est-ce que c'est compliqué ou pas ? Oui, j'ai amené quelques chiffres qui peuvent nous permettre d'illustrer tout ça. Donc si on prend de façon générale le Big Quit, on l'associe, donc PwC a sorti une étude en août 2021 qui dit qu'il y a 4 grandes raisons. La première, niveau de salaire. La deuxième, la flexibilité. La troisième, les perspectives d'évolution de carrière. Et la quatrième, les autres avantages. Si on prend le niveau de salaire, l'assurance n'a pas forcément grande inquiétude là-dessus. Ça va. Les positionnements sont bons. Globalement, ça va. Le deuxième est par contre beaucoup plus intéressant et beaucoup plus sensible. Parce que la flexibilité, compliquée. On a parlé du télétravail. Alors, ça fait l'objet d'avenants sur les conventions. Mais il y a quand même beaucoup d'endroits où on continue de dire sur la flexibilité, bon, c'était bien, il y a eu le Covid, on a forcé tout le monde à aller au travail, maintenant, fini la récré, au retour. Et ça, les salariés ont du mal à l'accepter. Parce qu'en fait, ils veulent hybrider un peu leur collaboration avec l'entreprise, un peu de télétravail, un peu de présentiel. Et quand on commence à dire une journée de télétravail par mois, on n'est pas du tout en ligne avec les attentes des salariés. Donc ce sujet, il est important. L'autre, un effet de bord du Big Quit, c'est de se dire, si on reprend le secteur de l'assurance, c'est plus de 38% des salariés qui sont en région parisienne. Donc Paris, région parisienne. Il y a une tendance, on l'a bien vu depuis quelques années, à vouloir sortir de ces grandes zones, grandes agglomérations, et l'assurance est exposée sur ce sujet-là. Donc vigilance. Il y a un élément de réassurance par contre, c'est que le turnover dans le secteur de l'assurance, il est inférieur
à celui global. On dit 15%, l'INSEE nous dit en 2018 15%, dans l'assurance on approche 10%. Mais on est en dessous et donc ça c'est bien, il y a une fidélisation possible. En revanche, un point d'écart et ça fait plein de recrutements à faire et ça va compliquer un peu la donne. Donc vous êtes plutôt optimiste quand même sur le phénomène du Big Quit en France, c'est-à-dire on sera sur le secteur de l'assurance, mais il y a quand même un manque d'attractivité du secteur, non, vu par les... Je pense que c'est là qu'est le point de vigilance en fait. Si on reprend encore quelques éléments, pour moi il y a donc 3 grands axes qui font qu'on doit être vigilant sur ces sujets-là. C'est la pyramide des âges, donc le monde de l'assurance. En fait en 2010 il y a eu la croisée entre les plus de 55 ans et les moins de 30 ans. Depuis 2010, on a une population vieillissante sur le secteur de l'assurance. Ce n'est pas forcément le plus attractif pour les jeunes. La réputation, elle a pris vraiment cher ces dernières années avec les situations Covid. Et puis, il y a un autre point qui me semble vraiment important, c'est qu'il y a des systèmes d'information qui sont extrêmement lourds. Les assureurs, pour notamment les plus gros, ont des strates techniques et technologiques, une dette technique énorme, qui fait qu'ils ont une capacité à innover qui est parfois un petit peu réduite, voire vraiment réduite. Et ça, c'est un manque d'attractivité pour les collaborateurs. On n'a pas forcément envie d'aller travailler dans une entreprise où on dit le système d'information il est comme ça, mais vous verrez, dans 3-4 ans, on aura un truc nouveau. Ça, c'est plus possible. Ça marche plus ? Ça marche plus. Donc, de cette façon, d'un point de vue technologique, vous estimez que l'assurance est un truc un peu désuète, d'une certaine façon, et qu'elle manque d'attractivité pour recruter pourtant des talents, pour garder ce que l'on a à l'intérieur, et pour en recruter de nouveaux, il faut être quand même attractif. Donc, ça va être compliqué de garder ces talents ou pas ? Oui, parce qu'il y a un autre phénomène dont on n'a pas parlé encore, c'est qu'il y a une guerre des talents. Cette guerre des talents, elle arrive maintenant. On est en phase où il y a des fintech et des insurtech qui sont à la fois attractives et qui ont des moyens. Donc à l'époque, si on reprend 5-6 ans en arrière, une levée de fonds d'1 million, 2 millions d'euros, on disait là on va recruter 3 personnes, 5 personnes, 10 personnes. Là on parle de méga levée, des centaines de millions d'euros pour certains. Il y a des milliers d'emplois à faire. Et je reprends un chiffre France FinTech. Donc sur le secteur des FinTech au sens large, il y a eu 30 000 emplois créés en quelques années. Et rien que cette année, il y en aura 10 000. Donc ça devient une concurrence réelle pour les assureurs parce que les fintech ont de l'argent et elles ont un critère. Elles sont plus attractives au niveau technologique. Hein, oui, technologique. L'organisation du travail peut-être aussi. Le management, je pense aussi, il fait beaucoup. Donc là, il y a un vrai sujet. Nous, on a un exemple. On a recruté quelqu'un qui était candidate sur une grande compagnie d'assurance. Et en fait, au niveau salaire, on n'était pas forcément au même niveau. En revanche, quand on a évoqué les conditions de travail, la question ne s'est pas posée longtemps. On voit des décideurs rejoindre des décideurs du secteur de l'assurance, historiquement en compagnie ou dans des mutuelles, dans des institutions de prévoyance, rejoindre des assurtech aujourd'hui. Ce phénomène semble s'amplifier un petit peu, non ? Mais oui, parce qu'en fait, il y a aussi une chose, c'est que les assurtech et fintech au sens large, en fait, elles grandissent, elles prennent des parts de marché. Elles ont des besoins qui sont au-delà de la preuve de concept. On n'est plus à prouver le concept. On a quelque chose qui marche, il faut industrialiser, il faut sécuriser, il faut structurer. Et là, il y a des cadres hyper bons dans d'autres compagnies et qui ont envie d'aller tenter de nouvelles aventures. Et qui en ont peut-être marre d'un management très compliqué, non ? Avec des strates, avec des outils qui sont désuets. Avec cette possibilité de travailler et à la maison et en entreprise, plus de souplesse, exactement. Plus de reconnaissance aussi peut-être ? Oui, l'individualisation de la reconnaissance, c'est ce qu'on voit quand on a l'impression d'être un numéro, c'est compliqué. Quand on voit l'impact qu'on a dans une boîte de 10, 100, 200 personnes, une personne cadre peut vraiment porter la différence et puis porter un projet avec l'autonomie qui va bien avec. Donc au-delà de ce cahier de tendance que vous avez sorti en janvier 2022, c'est le premier je crois. Ouais, c'est le premier. Donc vous confirmez que c'est une tendance de fond ce Big Quit et qu'il faut que le secteur de l'assurance s'interroge peut-être sur son organisation, sur sa marque employeur, sur son attractivité ? Oui, et en fait j'allais dire il y a probablement... s'il y avait des éléments de recommandation à donner, ou en tout cas dans nos observations, nous on s'est noté 3 points. Avoir une obsession client. C'est compliqué d'avoir cette obsession client très souvent, et puis comme je disais, le parallèle entre le client et le collaborateur. Ouais. C'est un des premiers clients de l'entreprise. Le premier client de l'entreprise, c'est exactement ça. Donc l'obsession client, c'est la meilleure façon de faire sa marque employeur sur du concret.
On n'est pas sur du bullshit, on est sur du concret. Et on passe le site internet, la première page, où on dit on s'intéresse à vous. Et puis dès qu'on parle du concret, on rentre dans les produits, le mois de la prévoyance, le mois de ci, le mois de ça. Ça, le salarié n'aime plus trop, le client n'aime plus trop non plus. Le deuxième qu'on s'est noté, c'est la hiérarchie. On en a parlé, la structure interne, la flexibilité. Et puis, il y a un autre point qu'on n'a pas du tout traité là dans les dernières minutes, mais c'est évidemment tout le positionnement sociétal. RSE, la planète, c'est plus du tout... il ne faut plus faire du greenwashing, il faut avoir des actions concrètes, il faut qu'il y ait une vraie parité, il faut qu'on recrute plus de femmes, il faut qu'il y ait plus de femmes représentant représentant la diversité de la société au sens large. C'est ça. Et puis vous l'avez évoqué tout à l'heure en début d'entretien, Virgile, les outils aussi qui sont parfois dans certaines organisations un peu sclérosées. Les outils, je parle pas des organisations bien sûr, et il faut externaliser, il faut changer d'outils, il faut faire confiance à des startups comme la vôtre pour traiter des briques métiers peut-être, non ? Oui, tout à fait. Le côté logiciel, nouvelle génération, ça fait vraiment la différence. Les collaborateurs adorent. Quand on leur propose des interfaces toutes moches, qui ont 20 ans... Intuitives, fluides, etc. Il faut passer à des plus fluides. Et puis effectivement, quand on ne peut pas le faire en interne, parce qu'on a plein d'autres choses à faire, il faut aller chercher sourcer des technologies. Et nous, effectivement, pour exemple, ce qu'on a souvent, c'est des témoignages de clients qui nous disent « Mes collaborateurs sont heureux d'utiliser vos solutions, mais oui, mes clients aussi, ça améliore les ventes, ça améliore la satisfaction. » Et c'est ça qui va faire la différence au total. Votre cahier de tendance, le prochain, il est pour quand ? Alors on s'est beaucoup posé la question. Je pense qu'on le fera soit semestriellement, soit annuellement. Donc on prend un peu le temps quand même de le faire probablement. De le digérer, d'en parler autour de vous. En tout cas, il a eu un grand succès. Merci Virgile Delporte d'avoir joué le jeu sur ce sujet de la grande démission. C'est un sujet que nous allons traiter avec vous, bien sûr, durant ce deuxième trimestre de 2022 et je pense par la suite également, puisque nous avons lancé, vous pouvez regarder sur le site L'Assurance en Mouvement, une grande enquête auprès des décideurs du secteur de l'assurance sur la fameuse guerre des talents que nous avons et que vous avez évoqué, Virgile, et nous ferons mi-avril une série d'entretiens vidéo avec des décideurs, des directeurs généraux, des DRH et des directions de communication. En tout cas, nous vous remercions d'avoir suivi ce plateau. Portez-vous bien, à très bientôt.